Bonjour, merci de m'avoir invité à cette séance de travail sur l'intelligence artificielle et l'art de la mémoire. Je vais vous présenter un petit exposé sur l'intelligence artificielle ou l'art de la mémoire cybernétique. En prenant le plan suivant, donc première partie, je vais me présenter rapidement pour mettre en contexte justement la parole. Deuxième partie sera un peu plus théorique. Elle va parler donc de notre rapport symbiotique à la technologie sous un aspect anthropologique et philosophie de la technique. Et puis la troisième partie sera un peu plus factuelle, où on va regarder ce qu'il en est justement de l'histoire du développement de l'intelligence artificielle comme une sous-catégorie de la cybernétique. Et puis à la fin, j'ai présenté un projet sur lequel je travaille actuellement et qui fera une synthèse et qui va éclairer ces différents sujets d'une manière différente. Alors, pour commencer, j'ai plusieurs casquettes qui dialoguent entre elles, comme de nombreux artistes dans le domaine du numérique, qui ont suivi des parcours un peu atypiques. Donc, ma première casquette, c'est d'être artiste. Donc, mon travail s'articule notamment autour de l'invention de ce que j'ai appelé des machines sensibles. Je vais revenir sur ce terme un peu plus tard. Donc, vous voyez à l'écran une photo du dernier projet que j'ai présenté, qui s'appelle « Depuis la nuit suspendue des temps », qui est une installation performative. Donc je vais vous montrer très rapidement un extrait vidéo pour que vous voyez comment il se comporte. Donc c'est un dispositif dans lequel des filets d'eau se décomposent par moment en gouttes d'eau en suspension, chacun des filets ayant des comportements individuels, où on aura parfois des gouttes d'eau immobiles pendant que d'autres remontent ou redescendent très lentement. Ce projet questionne notre rapport au temps. D'un point de vue technique, il repose sur une partition basée sur des processus génératifs qui sont une forme d'intelligence artificielle différente de celle qui est médiatisée aujourd'hui, qui est l'apprentissage profond, mais qui est une autre implémentation possible d'intelligence artificielle. Deuxième casquette, je suis architecte. Donc vous avez à l'écran une image du projet d'extension de l'école 42 à Paris, pour laquelle j'ai conçu ces deux bâtiments en collaboration avec AR Studio d'Architecture à Paris. Les bâtiments sont actuellement en cours de construction pour une livraison à l'été 2021, si on n'a pas trop de problèmes de rebond de virus. Troisième casquette, je suis enseignant à l'université dans des écoles d'art, d'architecture et de design. Je m'intéresse particulièrement aux interactions entre le corps et l'espace. Et cette réflexion a été nourrie au début de ma vie professionnelle par une activité à la fois d'architecte et également un travail en collaboration avec des danseurs contemporains, notamment un spectacle d'improvisation en danse contemporaine, d'où mon travail d'installation performative qui engage la corporéité du spectateur, au-delà de son aspect conceptuel. Et la technologie, elle occupe une place importante dans mon enseignement, parce que c'est un des facteurs d'évolution de nos identités et que c'est un sujet, je pense, incontournable quand on s'adresse à des jeunes étudiants aujourd'hui à qui on a envie de donner des clés pour comprendre le monde et se projeter dans le monde de demain. Et en particulier, les bâtiments peuvent être considérés comme des machines. Le Corbusier l'a déjà fait, puisque pour lui, un bâtiment, c'est une machine à habiter. Mais peut-être qu'aujourd'hui il faut revoir par contre la définition de la machine, puisque là où Le Corbusier pensait machine industrielle telle que l'automobile ou le paquebot, je pense qu'aujourd'hui il faut plus penser la machine comme une machine à information, donc un système complexe qui est loin de la clarté de l'horloge et qui est aussi une forme de boîte noire. Enfin, dernière casquette, je suis commissaire d'exposition. Vous avez ici des photos de l'exposition Machines sensibles du Festival Access, dont j'ai été directeur artistique en 2017. Donc ça me permet de revenir sur cette notion de machines sensibles, qui sont des machines qui nous renvoient à nos projections et nos fantasmes, pour utiliser des termes psychanalytiques. Donc c'est des machines avec lesquelles on entretient des liens, je dirais, affectifs, et qui vont incarner et dévoiler les dynamiques à l'œuvre dans la société contemporaine.
Donc à travers ce travail, je tente de faire émerger une pensée critique de la technologie et plus spécifiquement des machines qui en sont l'expression incarnée. Alors voilà pour une présentation personnelle qui va vous permettre de mieux comprendre la suite. Et avant de parler d'intelligence artificielle, de l'art et de cybernétique, je vais expliciter le cadre intellectuel dans lequel je travaille, à savoir le principe de coévolution entre l'homme et les technologies. De très nombreux auteurs ont étudié les évolutions de l'humanité dans son rapport à la technologie. En refusant la distinction entre culture et technique, ils décrivent au contraire un long processus de coévolution qui relie les sociétés humaines aux objets techniques qu'elles créent. Par exemple, pour André Leroi-Gourhan, qui était sociologue des techniques et paléo-anthropologue, l'histoire de l'humanité est précisément celle du déploiement des techniques. On ne peut pas distinguer le fait technique du fait social. On construit des machines et les machines, en retour, nous construisent. Donc ce processus de coévolution, il s'est amorcé il y a près de 400 000 ans avec l'invention du feu, qui serait la première révolution technologique, et il perdure jusqu'à aujourd'hui avec le développement des machines à information. Mais on peut aller encore un petit peu plus loin dans l'analyse et défendre un principe de relation symbiotique de l'homme avec la technologie, c'est-à-dire que la technologie n'est plus pensée comme extérieure à nous, mais constitutive de notre identité. Alors c'est par exemple la thèse développée par Donna Haraway, qu'on connaît bien pour son livre Le Manifeste Cyborg. Mais dans un autre livre, elle compare la relation que nous entretenons avec la technologie à la relation qui peut se mettre en place entre son maître et un animal de compagnie. Donc une relation totalement symbiotique, où le maître n'arrive plus à se distinguer à un moment donné de l'animal. Alors, en conséquence de cette relation symbiotique, eh bien, c'est évidemment les machines, à notre insu, la plupart du temps, elles parlent de nous, de nos désirs et de notre humanité. Toute empreinte de nouvelles technologies qu'elles soient, elles incarnent souvent des fantasmes archaïques qui perdurent depuis la nuit des temps, et elles perpétuent ainsi les mythes originels. Donc on a à l'écran 2 exemples de machines sonores qui, au-delà de leur dimension pratique, incarnent notre fantasme de pouvoir nous téléporter dans l'espace ou le temps. Donc on a à gauche, on a une photo de la premier appel téléphonique entre New York et Chicago en 1892, et à droite on a une photo de Thomas Edison qui pose devant l'une de ses inventions, le phonogramme. Alors, une petite anecdote qui n'en est pas une, qui est très révélatrice justement de la relation qu'on peut avoir avec les objets techniques, qui est que lors de la première séance d'écoute du phonogramme, la moitié de l'auditoire était totalement effrayée parce qu'ils pensaient entendre des spectres qui sortaient de la machine. Et ce parallèle avec les sciences occultes, donc ici l'idée de faire parler des morts, est pour le coup totalement conscient chez Edison, puisqu'il a consacré, à côté de son travail scientifique, et peut-être que d'ailleurs pour lui les deux étaient reliés, il a consacré les 10 dernières années de sa vie à travailler sur le nécrophone, à savoir un téléphone qui permettrait d'entendre la voix des personnes juste après leur mort. Et de fait, très tôt dans l'histoire, des mythes ont parlé de notre rapport problématique à la technique et d'une recherche aliénante de toute puissance à travers la maîtrise technologique. C'est le cas, par exemple, du mythe de Prométhée, Prométhée qui a dérobé le feu de la connaissance pour l'offrir à l'homme. Et ce mythe fondateur a été décliné sous différentes formes. Donc on a parlé avant, dans une présentation précédente, du mythe du golem. Et on peut aussi considérer le mythe de Frankenstein comme un héritage direct de celui de Prométhée. Alors Frankenstein, c'est une œuvre littéraire qui a été écrite en 1816 par Mary Shelley, dont le titre complet est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Donc on voit bien la filiation avec le mythe de Prométhée. Donc dans ce livre, le docteur Frankenstein tente de donner vie à une forme humaine composée en assemblant divers cadavres. Il y parvient en captant le feu du ciel, l'éclair. Le rêve vire au cauchemar, la créature s'avère être un monstre dévastateur, incapable de maîtriser ses pulsions. Le savant s'enfuit de son laboratoire et il renie sa créature. Abandonnée par son créateur, la chose s'enfuit et elle transforme son innocence en fureur vengeresse. Alors j'ai passé des extraits de la première adaptation cinématographique
réalisé par James Whale en 1931. On voit comment les images donnent naissance à ce mythe moderne. Quand Frankenstein voit le monstre s'éveiller, il s'écrie dans le film « Il est vivant, maintenant je sais ce que cela fait d'être comme Dieu ». On voit donc des ressemblances frappantes entre la métaphore du monstre de Frankenstein et le discours médiatique que l'on entend parfois aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Par exemple, en 2008, le philosophe Theodore Roszak y déclarait « Finalement, je crois que l'allégorie qui domine toute ma pensée est celle de Frankenstein. J'ai le sentiment que ce mythe est par excellence celui du monde moderne. Il montre comment l'homme peut créer quelque chose qui peut se retourner contre lui et le détruire. » Et de fait, il existe une liste interminable de films qui présentent des intelligences artificielles qui en veulent à toute l'espèce humaine. On peut penser à Matrix, on peut penser, donc c'est l'illustration que je vous ai mise, à 2001 l'Odyssée de l'espace, dans lequel HAL, l'ordinateur de bord, tente de se débarrasser des membres de l'équipage du vaisseau un par un. Et maintenant, on va sortir donc des mythes et de la technologie pour tenter de regarder plus précisément ce qu'il en est de l'intelligence artificielle et de la cybernétique. Alors, on va commencer par donner un mot sur le contexte de l'époque. Donc, la naissance de l'intelligence artificielle se déroule au fin des années 40, début des années 50. On est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis ont misé avec succès sur la suprématie technologique pour remporter la guerre, et notamment ils ont investi massivement dans la recherche appliquée. Alors, un des résultats de cet investissement, qui continue d'ailleurs d'être très actif après la Seconde Guerre mondiale, c'est en 1947 l'invention du transistor, le composant clé qui va permettre de miniaturiser les machines à information et d'augmenter leur puissance de calcul. Et en 1948, l'apparition du livre de Norbert Wiener sur la cybernétique, donc qui est une approche qui va trouver dans l'informatique le support idéal pour s'incarner. Alors dans ce contexte, donc de la fin des années 40, début des années 50, de plus en plus de scientifiques s'interrogent sur la possibilité de construire des machines pensantes et communicantes. Les gens débattent des définitions à donner à l'intelligence sans réussir à se mettre d'accord. Et Turing, il a l'intelligence, sans jeu de mots, d'inverser les termes du débat, et plutôt que de tenter de définir l'intelligence, lui il propose un test pour caractériser l'intelligence de la machine, dans un article daté de 1950 de la revue Mind. Et donc, dans cet article, il propose qu'une machine soit considérée comme intelligente si elle est capable de se faire passer pour un humain dans une activité qu'on pensait réservée aux humains, telle que la conversation. Et cette définition anthropomorphique, d'une certaine manière, elle envisage donc la machine non en soi, mais dans la perspective de son interaction avec les humains. Et elle permet de se passer d'une définition de l'intelligence qui est le sujet qui fait encore débat aujourd'hui. Alors, si Turing parle d'intelligence de la machine, le terme d'intelligence artificielle, lui, ne sera introduit qu'un an plus tard par deux scientifiques américains, John McCarthy et Marvin Minsky. On voit que leur définition est très inspirée du test de Turing, et ils vont même se risquer à tenter de caractériser les traits de l'intelligence humaine que la machine va tenter de simuler. Mais c'est intéressant de voir que la définition contemporaine a fait machine arrière, d'une certaine manière, en revenant à celle de Turing, sans tenter de caractériser l'intelligence, parce qu'on voit que c'est évidemment ce qui fait débat aujourd'hui, et ce qui explique probablement le succès du test de Turing, qui fait encore consensus aujourd'hui. Alors, l'intelligence artificielle en 1951 est encore une partie de la cybernétique. Elle s'émancipe pour se constituer comme une branche de la recherche à part entière en 1956 avec la conférence de Dartmouth.
Alors c'est intéressant de voir qui faisait partie de cette conférence, parce qu'on voit qu'il y a une grande porosité quand même entre l'intelligence artificielle en train de se former, et puis la cybernétique et la théorie de l'information, notamment par la présence de Claude Shannon et de Herbert Simon. Alors, je vais revenir un petit peu sur la cybernétique, car l'intelligence artificielle en est issue, et là où l'intelligence artificielle est plutôt un ensemble de techniques, comme la définition le précise, des techniques pour simuler l'intelligence humaine, la cybernétique, elle est véritablement une discipline avec une grille d'analyse du monde singulière. Alors l'approche cybernétique, elle a été mise au point au départ par l'étude de l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité de certains systèmes à conserver leur équilibre. Il s'agit d'une modélisation du monde où l'on s'intéresse aux interactions entre les éléments d'un système, notamment aux boucles de rétroaction. D'où la proximité avec la théorie de l'information et la communication. Mais au-delà du projet scientifique, la cybernétique est d'abord née comme une discipline appliquée pendant l'effort de guerre. Alors c'est intéressant ce terme effort de guerre, parce que ça nous rappelle un discours entendu il n'y a pas très longtemps, et ça nous permet de faire des liens avec l'actualité. Et donc pendant l'effort de guerre, c'était avant tout une méthode d'optimisation de la performance des systèmes de défense antiaérienne. Donc on avait un système couplé entre des canons antiaériens et puis des radars, de façon à améliorer l'efficacité du système. Alors cette dimension appliquée, elle persiste après la guerre, au point que Louis Couffignal, qui est notamment l'auteur du Que sais-je sur la cybernétique en France, dira au milieu des années 50 que la cybernétique est l'art de rendre l'action efficace. Donc la machine cybernétique, elle allie la capacité de calcul à une capacité d'agir sur le monde. Il y a une forme d'autonomisation de la machine. L'intelligence artificielle actuelle est donc un système cybernétique par excellence. Le second ouvrage publié par Wiener, Cybernétique et société, il décrit la dimension universelle de l'approche cybernétique. Selon l'approche de Wiener, tout être vivant sur Terre peut être considéré dans une perspective cybernétique, et cela, je dirais, à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il est lui-même une machine cybernétique, constituée d'éléments qui interagissent ensemble, et il est en plus partie d'une machine cybernétique plus vaste, qui est par exemple la société humaine, si on considère les humains. Et donc la société devient un sujet d'étude cybernétique. Et donc dans son livre, Wiener propose une société dans laquelle des machines rempliraient des fonctions qui étaient jusqu'alors considérées comme réservées aux humains. Donc il s'agit pour lui d'une nouvelle forme d'humanisme. D'une certaine manière, on remplacerait les biais humains par une impartialité de la machine. Alors l'ouvrage, il reste évidemment très polémique, et on voit des parallèles évidents avec l'actualité, qu'il s'agisse de l'application Stop Covid ou bien des drones de surveillance qui sont déployés actuellement dans Paris, les deux étant des systèmes cybernétiques par excellence. Alors revenons à l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc elle s'émancipe de la cybernétique en 1956. En particulier, les réseaux de neurones existaient dès les débuts de l'intelligence artificielle. On voit ici une image du perceptron en 1957. Mais ces techniques de réseaux de neurones ne sont pas très efficaces en raison de la lenteur des machines, et ils tombent dans l'oubli au détriment d'autres techniques d'intelligence artificielle. Il faudra attendre les années 80 pour voir un regain d'intérêt pour les réseaux de neurones avec la mise au point des techniques d'apprentissage profond. Mais il y a encore assez peu d'applications pratiques. Et c'est uniquement à partir des années 2012, grâce à l'amélioration des puissances de calcul des machines, notamment le fait d'utiliser les GPU des cartes graphiques, couplé avec la disponibilité d'énormes systèmes de données, notamment grâce aux réseaux sociaux et à l'Internet, qu'on aura des applications réellement probantes à partir des années 2012. Alors, ceci me permet de revenir sur les différentes techniques d'implémentation d'intelligence artificielle. Donc, il faut bien comprendre que la révolution actuelle, donc l'intelligence artificielle qui est débattue dans les médias, c'est une sous-catégorie de techniques possibles, à savoir les mécanismes d'apprentissage profond qui reposent sur des principes de réseaux de neurones
qui sont donc un seul type qui sont donc une sous-catégorie d'apprentissage machine, qui sont une des techniques possibles d'intelligence artificielle. Alors, un réseau de neurones, c'est quoi ? Je vais rentrer un petit peu dans la technique, parce que c'est important, je pense, d'avoir une compréhension minimale du fonctionnement de cet objet pour pouvoir se rendre compte justement de toute la dimension fantasmatique qui est associée à cette machine. Alors, donc un réseau de neurones, c'est un automate qui est basé sur une modélisation très simple du cerveau humain. Donc cet automate, grâce au fameux algorithme d'apprentissage profond, il a la capacité, si on lui soumet un énorme set de données justement qui vont associer des entrées avec des sorties, par exemple des millions d'images qui contiennent ou pas des chats, la machine elle a la capacité de corriger petit à petit les poids des différentes connexions neuronales de manière à apprendre à améliorer ses résultats. Voilà une simplification du fonctionnement d'un réseau de neurones. Basé sur l'apprentissage profond. Et donc, on comprend qu'une intelligence artificielle basée sur des réseaux neuronaux a différentes caractéristiques. En premier, elle a une tâche très précise qui lui est assignée par l'humain qui la programme. Par exemple, reconnaître la présence et la position d'un chat dans une image, mais elle est incapable de faire autre chose que cette tâche-là. Deuxièmement, les résultats qu'elle donne sont totalement dépendants des ensembles de données qui ont servi pour l'éduquer. Et donc ça c'est particulièrement pertinent dans le cas des intelligences artificielles qu'on dit artistes et qu'on présente souvent comme auteurs des œuvres. Il faut bien comprendre que si on nourrit une intelligence artificielle, par exemple, qui fait de la musique avec 500 000 titres de pop musique, on aura un résultat qui pourrait être de la pop musique un peu étrange, peut-être par moment, mais qui sera de la pop musique. On n'aura jamais du classique ou de la musique latine. Et puis, dernier résultat, c'est que si la machine échappe à une compréhension explicite de la façon dont elle fonctionne, au sens où il n'y a pas de modélisation du comportement, il n'y a pas d'algorithme qui va dire à la machine comment elle doit s'y prendre pour reconnaître un chat dans une image, par exemple. Mais cependant, la machine, elle suit bien un fonctionnement totalement mécanique et déterministe, basé sur une approche statistique. Donc, en particulier, la capacité de libre arbitre de la machine est totalement nulle. Donc voilà, après avoir détaillé le fonctionnement, justement, je me permets de vous montrer là à l'écran un exemple de ce qu'on peut lire actuellement dans les médias et qui est un exemple, je pense, de contre-vérité totale sur ce qu'est une intelligence artificielle, mais ça a le mérite de clarifier pour nous justement les fantasmes d'autonomisation de la machine. En particulier, on voit que l'IA est personnifiée et on passe totalement sous silence la présence d'un humain qui a programmé la machine et qui l'a en grande partie déterminé ce qu'elle va produire. Dans cette dernière partie, je vais vous présenter un projet en cours qui s'appuie justement sur des techniques d'intelligence artificielle. Et je le prends comme exemple parce qu'il éclaire un petit peu différemment ce qui vient d'être dit sur l'influence de la cybernétique dans le monde contemporain. Alors, ce projet, il est né d'un événement banal. J'ai reçu il y a 1 an une sollicitation marketing par email dans laquelle on me proposait un service de coaching pour artistes. Et là, je cite le mail que j'ai reçu. Notamment, on décrivait la situation de l'artiste comme étant très proche de celle de l'entrepreneur dans le secteur des startups. Alors, ça m'a donné envie de mener une recherche artistique sur les pratiques de coaching pour analyser leur structuration, les domaines touchés. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce d'assimilation de toutes les professions et même de domaines professionnels avec le domaine de la sphère privée, justement. Et puis de travailler sur les fondements théoriques et historiques de ce qui est devenu désormais un réel phénomène de société. Et en faisant cette recherche, j'ai pris conscience de l'influence de la cybernétique sur l'univers du coaching, que je vais détailler dans les prochaines slides. Le coaching est né aux États-Unis dans les années 50 dans le domaine sportif. À la base, c'est un ensemble de méthodes pour améliorer la performance des sportifs de haut niveau
des méthodes qui présentent toutes des systèmes d'observation et de rétroaction. C'est-à-dire que le coach, il ajuste la préparation physique et mentale de l'athlète en fonction des paramètres de ses performances. Dans les années 80, le coaching il bascule dans le monde de l'entreprise pour offrir aux dirigeants à très haut potentiel, comme aux champions sportifs, un entraînement pour améliorer leur performance, mais cette fois-ci sur le plan cognitif. Ainsi, le coaching peut être vu comme une façon de résister à une forme d'obsolescence de l'intelligence humaine. Dans les années 80, les années de l'apogée d'un capitalisme décomplexé, le coaching se généralise peu à peu dans le monde de l'entreprise en réponse à un monde du travail de plus en plus compétitif. La présence d'un coach, elle s'avère n'est plus un luxe, mais elle s'avère désormais au contraire quasi indispensable pour survivre, je dirais, dans la jungle du monde de l'entreprise. Et depuis les années 2000, du fait de l'émergence du phénomène du burn-out, qui est clairement contre-productif pour une entreprise, le coaching se transforme. En parallèle de la recherche de performance, le coaching il vise ainsi également à mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle en diversifiant ses méthodes. Donc ce faisant, le coaching est sorti de la sphère du travail pour toucher la sphère privée. Des coachs de vie apparaissent tous les jours, participant à l'émergence d'une véritable industrie du bien-être. Et donc en résumé, le coach il apparaît désormais comme un élément indispensable pour réussir dans la vie. C'est l'élément de monitoring du modèle cybernétique, dans une boucle d'action-rétroaction entre la personne coachée et le coach en fonction des objectifs à atteindre. Et donc, pour en revenir au projet, Marcel Coachbot de vie, c'est un objet artistique qui propose de redonner au coach sa véritable nature, qui est celle d'une machine cybernétique d'intelligence artificielle. Alors il y a une sorte de mise en abîme, puisque le coach humain, qui est censé être la solution pour résister à l'obsolescence de l'intelligence humaine, qui est, en tout cas dans une partie là, du discours médiatique, menacée par l'intelligence artificielle. Donc ce coach, il est justement remplacé par une intelligence artificielle. Donc on voit la mise en abîme. Pour approfondir cette métaphore, j'ai donné à l'intelligence artificielle un corpus très vaste, puisque le coaching repose sur un cadre théorique qui est totalement flou, puisque ça associe à la fois la programmation neurolinguistique, les neurosciences, l'analyse transactionnelle, les théories comportementales, l'approche systémique et plus généralement tout ce qui constitue désormais la littérature de développement personnel. Donc le chatbot qu'on va mettre en place, il va intégrer tous ces modèles de coach possibles, puisqu'il sera nourri par l'intégralité de la littérature associée. Donc en résumé, ça sera un miroir total de notre époque. Et donc ce projet, en conclusion, il parle du désir d'interaction, de rétroaction chez les humains, et de toute l'ambiguïté de la forme que ce désir peut avoir, notamment avec la possibilité de développement de relations de dépendance, comme on le voit parfois, malheureusement, une perte d'autonomie chez les personnes coachées, qui deviennent incapables de prendre des décisions par elles-mêmes sans consulter leur coach. Donc le système de monitoring dans lequel ils se sont construits, il leur est devenu indispensable. Et je pense que la même ambiguïté régit la relation aux machines cybernétiques dont l'intelligence artificielle fait partie. Alors en conclusion de cette présentation, je vais revenir sur quelques points que j'ai abordés. En premier lieu, le mythe de Frankenstein ou celui de Prométhée, il est omniprésent dans le discours médiatique sur l'intelligence artificielle et il nous empêche de la penser autrement que par le biais de ce prisme. Alors pour ne pas être pris par les représentations fantasmatiques, une piste peut-être est de revenir aux faits et de développer une compréhension technique des objets techniques. Cela permet d'autant mieux de prendre conscience des projections qui s'opèrent. Deuxième point, l'étude de la cybernétique, qui est une discipline, là où l'intelligence artificielle n'est qu'un ensemble de techniques visant à simuler l'intelligence humaine. L'étude de la cybernétique permet de mieux comprendre les logiques du déploiement des technologies numériques dans le monde contemporain, dont l'intelligence artificielle fait partie, avec de nombreux parallèles à faire avec la situation actuelle. Je pense que la compréhension de la cybernétique éclaire le monde contemporain de façon très pertinente.
Troisième point, l'importance de la création artistique comme un mode de connaissance complémentaire à la connaissance scientifique. Alors, qui repose peut-être sur sa dimension fictionnelle, donc elle permet à la manière des rêves d'exprimer nos inconscients, mais en tout cas, la création artistique, elle permet de construire des miroirs du monde contemporain qui réussissent à échapper aux représentations rationnelles et par nature dualistes, où généralement technophiles et technophobes se renvoient dos à dos. Alors, pour comprendre la cybernétique, et ça sera mon dernier point, comme toute technologie, c'est important de ne pas la penser comme un ennemi extérieur à nous, mais comme une partie de nous qui révèle nos peurs et nos désirs. Et donc, il s'agit aussi d'un formidable réservoir d'énergie pour mettre en mouvement le corps social. D'où le titre de cette présentation, puisque le lard, c'est l'élément chez les mammifères du corps, l'élément du corps des mammifères dans lequel on stocke l'énergie, justement. Et donc, à travers le déploiement de ces technologies, c'est en réalité une meilleure compréhension de qui on est et de qui on a envie d'être. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions.